Le 24 février 2022, des hélicoptères russes envahissent l'aéroport de Hostomel près de Kiev. Poutine pensait que ce serait rapide, juste une opération militaire spéciale qui écraserait l'Ukraine en quelques jours. Mais l'Ukraine a tenu bon. Rapidement, les troupes russes se sont retrouvées bloquées, confrontées à une résistance bien plus forte qu'anticipée. Les grands plans de Poutine pour une victoire facile s'effondraient rapidement. Comment l'une des plus grandes armées du monde a-t-elle pu commettre une erreur si grave, si rapidement? Tout a commencé avec l'arrogance de Poutine et le désastre à Hostomel. L'aéroport de Hostomel, connu sous le nom d'aéroport Antonov, d'après l'ancienne compagnie soviétique Antonov Airlines qui l'exploite, est un aérodrome militaire et de fret situé dans une banlieue à seulement 6 miles au nord-ouest de Kiev. Sa proximité avec la capitale ukrainienne et sa capacité à accueillir de grands avions cargo en ont fait une cible unique pour l'invasion russe, idéale pour le transport de soldats et de matériel militaire. L'aéroport de Hostomel est la base d'attache de l'ancien plus grand avion du monde, l'AN-225 Maria, qui signifie « rêve ». L'aéroport servirait de base idéale pour un pont aérien russe reliant Kiev à la Russie, permettant si besoin l'aérotransport de renforts dans le pays. De plus, Kiev étant proche de la frontière ukraino-biélorusse, cette dernière servirait de base de préparation non officielle pour l'équipe de frappe initiale. En prélude à l'opération qui se transformerait en bataille, la première tâche de l'armée russe était de rendre Hostomel accessible par voie aérienne. À 7h seulement 1h30 après l'annonce, l'aéroport et les bases militaires alentours ont été ciblés par de nombreux missiles de croisière calibre. Le lancement visait à désactiver les radars entre la Biélorussie et l'Ukraine qui serviraient d'alerte précoce et compromettraient l'opération. La salve de missiles a causé des dommages, mais les systèmes semblent toujours opérationnels malgré l'attaque. À 9h30, l'armée russe en Biélorussie a lancé la première vague de l'attaque, un contingent de 200 à 300 soldats russes que l'on pense être de la 31e brigade d'assaut aérien, des gardes de la 45e brigade Spetsnaz des gardes et de la 11e brigade d'assaut aérien des gardes, toutes des unités d'élite de parachutistes ou de forces spéciales, ont embarqué dans 34 hélicoptères de transport et d'attaque des Mi-24, des Mi-8 et des K-52 à l'aéroport de Vidi-Bolchoï-Bokov, près de la ville de Mazir, à 100 miles au nord de Kiev. Les hélicoptères survolent les rivières Pripyat et Dnipro, cette dernière se jetant directement dans Kiev. Les Russes utilisent des avions leurs et des brouilleurs pour contourner les radars ukrainiens encore opérationnels. Cependant, les hélicoptères évitent tout risque en volant au ras de l'eau, tentant de passer inaperçus. Leurs efforts payent, et ils atteignent la centrale hydroélectrique de Kiev au nord de la ville. C'est seulement alors que les défenses aériennes ukrainiennes repèrent la force entrante et ouvrent le feu, abattant un Mi-24 et endommageant un K-52. Ce serait la première erreur du Kremlin, dès le début de l'opération. On croyait fermement que les forces ukrainiennes déplaceraient une grande partie de leur défense vers l'est, et que les troupes locales ne présenteraient aucune résistance aux avions entrants. Les troupes ne sont pas assez équipées pour un échange de tirs prolongé en territoire ennemi, avec des renforts russes venant seulement par les airs. Une opération de décapitation du gouvernement, déjà risquée, se transforme en une véritable opération de combat pour laquelle les Russes ne se sont jamais réellement préparés, la rendant pratiquement vouée à l'échec. Mais les hélicoptères envahisseurs ne peuvent pas faire demi-tour, et Poutine est déterminé à atteindre son objectif. Avec 2 avions abattus, les escadrons d'invasion russes ont atteint l'aéroport à 10h30. Les forces russes surpasseraient en nombre les défenseurs ukrainiens à l'aéroport de Hostomel. Ces derniers étaient composés de 20 soldats à l'extrémité nord-ouest de la piste, maniant un autocanon anti-aérien ZQ-23-2 et gardant le réseau radar de l'aéroport, ainsi que 180 hommes à l'extrémité sud-est de la piste, près des casernes, armés de fusils et de lanceurs anti-aériens portables 9K-38 Igla. De plus, les premiers missiles russes, ciblant le radar et les casernes ont manqué leur cible, mettant les soldats en alerte maximale. La piste de 2 miles était barricadée par des véhicules, rendant tout atterrissage d'avions risqué. La 4e brigade de réaction rapide de la garde nationale, formée par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, défend la zone. Malgré une formation de premier ordre, les hommes manquaient d'expérience. L'armée ukrainienne avait déjà anticipé une invasion russe mais pensait qu'elle se dirigeait vers la région du Donbass, et a donc transporté la plupart de ses unités d'élite là-bas. Ainsi, la défense de l'aéroport Antonov serait laissée aux 200 soldats pendant au moins quelques heures, jusqu'à ce que des renforts puissent arriver de Kiev. Les Russes ont commencé à préparer une mission d'atterrissage à 11h. Faute de préparation d'une force de défense et de pistes atterrissables, les hélicoptères se sont séparés.
La plupart des hélicoptères d'attaque vont au nord pour détruire le radar et le canon anti-aérien, pendant que les transports tentent d'atterrir près des casernes. Les Russes et les Ukrainiens ouvrent le feu. Rapidement, les Russes subissent des pertes. Les hélicoptères sont ciblés par des roquettes anti-aériennes. 2 s'écrasent sur la piste, créant plus de débris et la rendant encore moins accessible. L'abattage du premier K-52, avec un Igla, a stimulé le moral des conscrits ukrainiens de la garde nationale, les incitant à lancer tout ce qu'ils avaient sur l'avion. 2 autres hélicoptères auraient été abattus par les forces ukrainiennes, s'écrasant hors de l'aéroport. Cependant, les hélicoptères d'attaque ont exercé une telle pression sur l'armée ukrainienne qu'elle a commencé à manquer de munitions et a dû se replier. Les Russes atterrissent et débarquent des hélicoptères à l'extrémité nord de la piste et s'emparent du canon anti-aérien, les 20 hommes qui le gardaient en se rendant. Le reste des forces ukrainiennes se replient vers le sud dans les bâtiments résidentiels entourant l'aéroport. La Russie est donc en mesure de submerger les défenses initiales et de capturer l'aéroport Antonov à 13h, environ 2 heures après l'arrivée des hélicoptères. Ce seraient 2 autres erreurs de la Russie dans la bataille. Le contingent initial de soldats n'était pas prêt à tenir l'aérodrome longtemps. Les troupes russes n'ont même pas causé une seule victime ukrainienne, alors que les 20 soldats qui gardaient le radar se sont rendus. Les autres 180 ont pu se regrouper loin de l'aéroport. De plus, l'aéroport lui-même est sur un terrain plat, ne créant pratiquement aucun abri pour les forces qui doivent se défendre depuis le sol. Pire encore, l'armée russe a rappelé les hélicoptères, abandonnant les parachutistes restants des 300 initiaux pour occuper l'aéroport. À ce stade, la Russie prévoyait un pont aérien vers Kiev, avec 18 avions de transport partant de l'aéroport de Pskov, à 500 miles au nord de Hostomel, transportant environ 1000 soldats, pour un vol de 2 heures sans entrave vers l'Ukraine. Un autre rapport suggérait que les renforts étaient aussi nombreux que 5000 troupes, à bord de 40, et un avion Il-76 qui ont été repérés en vol dans l'espace aérien biélorusse. Ces renforts serait plus que suffisant pour submerger les 180 soldats stationnés autour de l'aéroport et faire des progrès dans la capitale pour prendre le contrôle du gouvernement ukrainien. La deuxième vague de renforts russes arriverait par la route sous la forme de pelotons d'infanterie, mécanisés voyageant de la Biélorussie à Kiev. Cependant, ils faisaient face à leurs propres défis en traversant 2 bases militaires sur leur route. Heureusement pour l'Ukraine, ils avaient prévu cette éventualité, et l'avion de transport n'est jamais arrivé. Les renforts ukrainiens sont arrivés en premier à l'aéroport. Et c'est là que les 200 premiers soldats ont joué un rôle crucial pour stopper la campagne russe dans son élan. Comme mentionné précédemment, Poutine a supposé à tort que ses forces seraient accueillies à bras ouverts dans la capitale ukrainienne. Ces 2 heures, entre l'arrivée des hélicoptères à l'aéroport et le hissage du drapeau russe au-dessus de l'aéroport, ont été essentielles pour donner suffisamment de marge à l'Ukraine pour monter une contre-offensive. Lorsque les hélicoptères ont été aperçus près de la centrale hydroélectrique de Kiev, l'armée ukrainienne a saisi la stratégie de Poutine. L'Ukraine a eu la chance de ne pas déployer toutes ses forces défensives à l'est. La 72e brigade mécanisée répartie entre Kiev et Bila Tserkva, à 50 miles au sud, et les 80e et 95e brigades d'assaut aérien à Zhytomyr, à 70 miles à l'ouest, étaient parmi les unités les plus proches du nouveau champ de bataille de l'aéroport. Les troupes d'assaut aérien ont embarqué dans leurs hélicoptères vers l'aéroport, tandis que l'unité mécanisée se rassemblait à Kiev, chargeant et transportant partiellement son armure lourde jusqu'à l'aéroport avec l'aide de camions civils. Les escadrons militaires, renforcés par des vétérans et des volontaires, ont pris les armes pour soutenir la contre-attaque ukrainienne et empêcher l'occupation prolongée de l'aéroport par la Russie. Les unités d'assaut aérien et mécanisées ont ouvert le feu sur la piste de l'aéroport lors de leur approche, et non sur les Russes. La piste bloquée était maintenant criblée de cratères, la rendant pratiquement inutilisable pour les jets russes qui étaient attendus dans l'heure. Les forces aériennes russes ont dû interrompre leur approche et atterrir en Biélorussie. Le contingent initial de 300 soldats que la Russie a envoyé par hélicoptère était tout ce qui restait des forces d'invasion, et ils ne s'attendaient en plus à ce que des renforts arrivent par voie aérienne. Leur dernier espoir résidait dans les forces terrestres venant de Biélorussie, combattant actuellement dans des passages exigus près de Tchernobyl. À 15h, les derniers renforts ukrainiens arrivent de Kiev et encerclent l'aéroport. Les forces russes sont bloquées dans des plaines à découvert, avec peu de bâtiments et de couvertures pour leur dernier combat. À 15h30, le président ukrainien Zelensky donne l'ordre de reprendre l'aéroport, et les combats reprennent de plus belle. Pour réduire les pertes humaines, l'Ukraine a utilisé l'artillerie pour repousser les troupes russes de leurs maigres abris. Les soldats ukrainiens ont remarqué que les troupes russes
prétendument d'élite, ont échoué à tenir des positions défensives solides et ont été facilement chassés de leur poste. Sans renforts en vue, les troupes russes sont pratiquement encerclées et doivent abandonner leur position à peine fortifiée. À 21h, les soldats ukrainiens affirment avoir complètement délogé les troupes russes de l'aéroport, les forçant à se réfugier dans les bois environnants. La 4e brigade de réaction rapide, les mêmes hommes qui étaient sur le terrain lorsque l'équipe d'attaque russe a approché l'aéroport, a posté une vidéo d'eux tenant un drapeau ukrainien criblé de balles sur la piste maintenant ruinée. Le ministère de la Défense ukrainien a affirmé que les Russes envahisseurs ont subi de nombreuses pertes alors que l'Ukraine n'avait pas un seul soldat blessé de leur côté, démontrant à quel point le plan de Poutine pour prendre le contrôle de l'aéroport était inefficace. Cependant, le combat était loin d'être fini. La force de frappe héliportée initiale visant à décapiter le gouvernement avait échoué, mais les renforts russes étaient en route, bien que retardés par la défense ukrainienne. L'armée ukrainienne savait qu'elle était largement surpassée et surarmée par la pleine force des forces russes. À ce stade, avec seulement un 5e de la main-d'œuvre et un 10e de l'équipement de la Russie, la décision a été prise de se retirer de l'aéroport et de le laisser aux Russes. Cependant, l'Ukraine laisserait un cadeau d'adieu pour Poutine. La piste de l'aéroport a été endommagée par des missiles, la rendant inutilisable pour l'atterrissage des avions et pour toute stratégie impliquant le transport aérien de troupes vers la capitale ukrainienne. Le 25 février au matin, l'infanterie mécanisée biélorusse a repris Hostomel pour la Russie après s'y être frayé un chemin. Selon le ministère ukrainien de la Défense, l'aéroport a continué à changer de main pendant des semaines, alors que les combats près de Kiev devenaient une guerre à part entière. Toutefois, le ministère a maintenu que l'aéroport était trop endommagé pour être utile. L'aéroport de Hostomel et ses routes d'accès serviraient de ligne d'approvisionnement pour les forces ukrainiennes et russes combattant à Bouka, Irpin et Moshun, des banlieues de Kiev entre l'aéroport et la ville. Finalement, la banlieue de Hostomel et son aéroport seraient le point le plus proche auquel les forces russes sont parvenues à atteindre Kiev. L'Ukraine a forcé la Russie à se retirer avant le 1er avril, empêchant ainsi le siège de Kiev par les forces terrestres pour le reste de la guerre. Ainsi, la bataille de l'aéroport d'Antonov est passée d'une frappe relativement simple et débilitante à une opération de combat à part entière qui a duré plusieurs semaines et qui a montré à quel point la Russie a surestimé ses propres forces et sous-estimé les défenses ukrainiennes. Alors comment le Kremlin a-t-il pu se tromper à ce point ? En apparence, le prélude au véritable combat n'était pas si inhabituel. Les frappes ciblées sur les gouvernements étrangers ne sont pas un nouveau concept. La Russie et l'Union des républiques socialistes soviétiques ont utilisé une tactique similaire à 3 reprises par le passé. Le premier exemple de ce type fut l'occupation de Prague en 1968. La Tchécoslovaquie, alors alliée soviétique, subissait une rébellion appelée le Printemps de Prague. La première vague de l'invasion soviétique a impliqué la capture de l'aéroport international Rousnaya de Prague, avec un nombre écrasant de troupes terrestres de l'Union soviétique, de Pologne et de Hongrie. Les parachutistes soviétiques ont occupé l'aéroport, permettant un contrôle rapide du gouvernement tchécoslovaque et l'acheminement de renforts via le nouveau pont aérien. Le pays a été occupé en une journée, et les dirigeants ont été évacués par avion dans les mois qui ont suivi, remplacés par des loyalistes pro-soviétiques. Le printemps de Prague a montré l'importance stratégique des aéroports, permettant à des pays opposés de lancer des frappes décisives contre les gouvernements avec peu de pertes. La tactique a été répétée en 1979 lors de l'invasion de l'Afghanistan. Après l'assassinat des dirigeants pro-soviétiques à Kaboul, les parachutistes soviétiques ont pris le contrôle de l'aéroport, capturé le gouvernement et l'ont remplacé par des fidèles du Kremlin. Cependant, l'occupation qui en a résulté ne s'est pas déroulée sans accroc comme la première, l'Union soviétique occupant les villes et les troupes afghanes, utilisant la guérilla pour riposter. La guerre soviéto-afghane a fini par durer 10 ans, entraînant un demi-million de victimes militaires des deux côtés et 1 à 2 millions de morts civiles. Cependant, le modus operandi de la tactique a été établi. La frappe initiale pour renverser le gouvernement a été jugée suffisamment réussie pour servir de base à de futures invasions. Au plus fort de la guerre soviéto-afghane, Vladimir Poutine commençait sa carrière en tant qu'agent du comité de Gosudarstvennoye Bezopasnosti et se souviendrait de la stratégie pour renverser les gouvernements opposés, à pratiquement aucun coup. Poutine lui-même utiliserait cette tactique pour la 3e fois dans l'histoire du pays, bien qu'à une échelle plus réduite, en Ukraine. Pendant l'annexion de la Crimée en 2014, des parachutistes russes ont atterri à Sébastopol, le centre administratif de la région. La Crimée a été occupée avec presque aucun coup de feu tiré, et le faux référendum et l'annexion qui ont suivi
ont créé le conflit de longue date entre la Russie et l'Ukraine, qui a dégénéré en la guerre, qui fait rage depuis plus de 30 mois maintenant. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné lors de la 4e tentative de la stratégie apparemment parfaite que la Russie perfectionnait? Pour le dire crûment, c'était de l'orgueil. Poutine se croit fermement le sauveur de toutes les anciennes républiques soviétiques, y compris l'Ukraine, et avait l'impression que la capitale de l'Ukraine offrirait une résistance symbolique aux parachutistes à l'aéroport Antonov. Lorsque les premiers missiles anti-aériens ont été tirés à l'extérieur de Kiev, les illusions se sont brisées, et la campagne est devenue une pure improvisation. Les forces, jadis capables de renverser des gouvernements, étaient mal préparées pour une fusillade prolongée en territoire hostile, sans possibilité de renfort via l'aéroport. L'Ukraine avait déjà été témoin de cette tactique auparavant. Le pays était anciennement membre de l'Union des républiques socialistes soviétiques, et les hauts gradés militaires ont été entraînés pour mener cette frappe paralysante. Quand la première frappe a eu lieu en Crimée en 2014, l'Ukraine a été surprise. Cependant, le pays a eu 8 longues années pour améliorer son armée avec l'aide de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et créer des plans d'urgence pour contrer la stratégie du pont aérien. Les précédentes itérations de la tactique ont réussi grâce au fait que la Russie avait un avantage aérien écrasant par rapport à l'opposition. Cependant, la Russie n'a pas réussi à maintenir une supériorité aérienne importante sur l'Ukraine. La force initiale de 34 hélicoptères a perdu au moins 6 appareils lors de la première bataille, poussant la Russie à faire demi-tour avec les avions de transport décollés de Pskov. Il est fort probable que la Russie a vu l'écriture sur le mur lorsque les défenses autour de Hostomel étaient la plus grande que prévu, et craignait que tous les avions de transport ne soient abattus ou ne puissent pas atterrir sur l'aérodrome. Ce qui serait sans aucun doute vrai étant donné que l'Ukraine a rapidement bombardé la piste. L'échec de la Russie a porté un coup décisif au gouvernement ukrainien, a été exacerbé par les retards de l'infanterie mécanisée lors de son passage de la Biélorussie à Hostomel. Cela a éliminé l'effet de surprise de la Russie, et a permis à l'armée ukrainienne de se regrouper près de Kiev. La Russie n'a pas fourni assez d'artillerie ou de soutien aérien pour avancer significativement vers Kiev. Les premières frappes de missiles censées désactiver les radars ukrainiens ont largement manqué, ou ont été inefficaces, faisant voler les hélicoptères russes, pratiquement à l'aveugle, dans les défenses aériennes ukrainiennes. Cela a été aggravé par le fait que la Russie avait l'habitude de mener des guerres où elle avait des avantages aériens écrasants et ne formait pas ses troupes à déployer des défenses anti-aériennes terrestres. Malheureusement pour la Russie, l'armée ukrainienne avait passé 8 ans à être modernisée par la formation et les doctrines de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Sachant probablement que l'Ukraine continuerait à être agressée par la Russie après l'annexion. L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a cédé ses propres défenses terrestres à l'Ukraine, confiante dans le fait qu'elle avait déjà un avantage aérien, écrasant dans la guerre hypothétique contre la Russie, car les États-Unis seuls ont une force aérienne plus grande et plus puissante que tout ce que la Russie peut déployer. De plus, l'arrogance de Poutine est à nouveau entrée en jeu lorsqu'il n'a pas utilisé l'intégralité des forces russes pour encercler la ville, et a laissé l'armée ukrainienne la renforcer à partir des lignes d'approvisionnement du sud. L'Ukraine a également utilisé des tactiques de terre brûlée, détruisant les ponts autour de Kiev et ouvrant les barrages sur les rivières Irpin et Teteriv, affluents occidentaux du Dnipro près de la capitale. Cela a inondé les environs de l'aéroport, transformant radicalement le paysage. Les forces russes n'ont pas réussi à s'adapter aux champs de bataille modifiés qui travaillent maintenant contre elles, et l'Ukraine a utilisé l'élan pour diriger les troupes russes vers des positions d'embuscade favorables. Un tel exemple a été la frappe d'artillerie du 27 février, qui a vu une frappe précise détruire l'avant et l'arrière d'un convoi de 100 véhicules, laissant les Russes bloqués au milieu du territoire ennemi. La bataille de Hostomel illustre non seulement pourquoi les tactiques militaires modernes doivent apprendre des succès et des échecs de ceux qui les ont précédés, mais aussi pourquoi l'emploi d'une stratégie plus adaptative pourrait être crucial dans les premières heures d'une guerre. Le Kremlin a utilisé une technique rigide et a tenté de la soutenir avec une approche standardisée utilisée 3 fois auparavant, mais l'Ukraine s'est adaptée et a déjoué l'offensive. La bataille a ensuite dégénéré en tactiques imprévisibles, que la Russie n'a pu compenser par une avancée significative vers Kiev. L'efficacité de la guérilla près de Kiev montre que la Russie n'avait pas de véritable plan au-delà de la frappe décapitante, supposant que les défenses ukrainiennes dans la zone seraient insuffisantes pour réussir. La Russie a fini par être sur la défensive malgré sa supériorité numérique et son avancée sur Kiev. La Russie perdrait bientôt beaucoup de son avantage dans la région et dut ouvrir un nouveau front dans le Donbass. Ironiquement, c'est là que l'Ukraine pensait que la Russie viendrait à l'origine. Donc Poutine a fini par jouer selon les plans de l'Ukraine, et a perdu toute initiative qu'il aurait pu avoir lorsque l'opération militaire spéciale a été annoncée.
Au final, le Kremlin a mal calculé en croyant que l'Ukraine serait facile à occuper, et n'a pas réussi à préparer un effort militaire pour compenser une force de défense préparée. Poutine a misé sur une stratégie risquée mais potentiellement fructueuse qui a échoué, entraînant la défaite lors de la première bataille de la guerre russo-ukrainienne. Si la Russie avait prévu cet échec, elle aurait peut-être mobilisé toute son armée pour créer un premier résultat légèrement différent. Si les 200 soldats ukrainiens à l'aéroport de Hostomel n'avaient pas abattu des hélicoptères et résisté à l'occupation pendant plus de 2 heures, malgré leur infériorité numérique, l'opération aurait pu avoir un résultat bien plus négatif pour le gouvernement ukrainien à Kiev. Et c'est pourquoi le plan original de l'invasion russe de l'Ukraine était voué à l'échec dès le départ. La Russie n'était pas assez préparée, et l'Ukraine a résisté suffisamment pour empêcher le coup initial. La guerre est devenue un jeu de chiffres et de technologie. Ce n'est qu'avec le soutien actuel de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à l'Ukraine que ces points tourneraient progressivement en sa faveur. Comment pensez-vous que la bataille de l'aéroport de Hostomel a façonné l'avenir de la guerre russo-ukrainienne? Et qui pensez-vous finira par gagner et quand? Merci d'avoir regardé et laissez vos commentaires ci-dessous. Maintenant, allez regarder la véritable raison de la guerre de la Russie en Ukraine enfin révélée. Ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.